Oui, bonsoir à tous. J'ai envie de vous proposer d'attaquer directement par le film, parce que c'est un film qui n'est pas très long. Je crois qu'il dure une vingtaine de minutes, Brigitte, hein 20 minutes de film. Une vingtaine de minutes. Et puis c'est un film qui a quelques parties attachées, enfin un certain nombre de reportages qui sont largement aussi passionnants que le film, mais qui sont assez nombreuses, les parties. Et donc, on va simplement peut-être en sélectionner quelques-unes pour ouvrir le débat. Donc peut-être que sans tarder, et puis ensuite on présentera la table ronde que notre directeur vient d'évoquer, on affinera les présentations. Je vous propose que plutôt que de constituer la table ronde, on va regarder ensemble ce film. Un certain nombre d'entre nous le découvrons. Donc, écoute, merci à toi, si tu veux bien lancer. Donc, pour faire à nouveau les présentations de l'équipe, tout à fait en bout de table, Chantal Somme. Chantal Somme, comme elle a été rapidement présentée, Chantal Somme est ethnologue, elle est spécialisée en anthropologie des espaces habités, elle collabore avec notre équipe depuis un certain nombre d'années maintenant, elle a fait beaucoup de recherches, elle a fait des travaux en particulier sur l'habitat, sur la maison individuelle et la maison traditionnelle. Et elle a fait aussi des travaux importants avec nous sur la création architecturale et l'impact de l'habitat contemporain sur nos sociétés. Comment finalement le patrimoine architectural peut renouveler l'identité des territoires. C'était une des questions à l'époque posées, qu'on avait posées ensemble avec les parcs naturels régionaux de Chartreuse et du Vercors. Et elle y a très largement contribué, elle pourra nous en dire deux mots. Tout de suite à sa gauche, Romain Lajarge. Romain Lajarge est maître de conférence, géographe à l'Institut de géographie alpine, et il est directeur du département territoire du Pacte. Le Pacte qui est un établissement de recherche dont il pourra nous dire éventuellement un mot, mais il est beaucoup en réflexion sur la question de l'évolution urbaine, de l'étalement urbain et d'autres questions. Jean-Marie Hézard, lui est enseignant, architecte et enseignant à l'école d'architecture, vous le connaissez pour la plupart. Il collabore aussi avec notre équipe Espace Paysage Montagne. Mais il est aussi par ailleurs élu. Et là vous avez vu qu'on a aussi les élus qu'on mérite. Et il est élu dans une commune de montagne, au bourg d'Oisans, à l'entrée de l'Oisans et des Alpes du Sud. Et donc il pourra peut-être témoigner aujourd'hui un peu au titre de ces deux casquettes qui sont, à mon avis, très enrichissantes dans la vie d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs. Et Pierre Belléris est architecte urbaniste. Il est enseignant, bien entendu, vous le connaissez tous, à l'école d'architecture, et il est par ailleurs urbaniste libéral. C'est un professionnel repéré en Isère et ailleurs, puisqu'il a réalisé de nombreux PLU, POS, historiquement, PLU et autres réflexions sur les lotissements, en plus des recherches qu'il a menées sur l'habitat individuel en particulier, si ma mémoire est bonne, entre autres recherches, mais je me souviens qu'on avait un petit peu collaboré sur ces réflexions-là. Donc voilà un panel d'intervenants qui aurait pu s'étendre à d'autres, mais qui va nous permettre quand même de relayer peut-être, et là, de relayer les nombreuses questions qui sont posées au travers de ce film ce soir. Et j'avais envie de me tourner, parce que c'est un film avant tout sur les gens, j'avais envie de me tourner d'abord vers Chantal, parce que c'est elle qui nous parle le mieux des gens, des acteurs, parce que peut-être qu'elle n'est pas architecte précisément, et qu'elle a beaucoup travaillé sur ces questions. Chantal, peut-être, on peut peut-être se donner quelques réactions par rapport au film, qui est quand même, de mon point de vue, une contribution artistique tout à fait importante. C'est très intéressant, c'est bien fait, c'est très bien écrit, mais c'est aussi un regard sans concession, un peu un regard, c'est une façon de regarder le territoire. On sent derrière qu'il y a une commande quand même, une commande des parcs naturels régionaux qui savent plus comment faire et qui vont vers un projet un propos un peu sans concession, un peu abrupt, un petit peu difficile. On a l'impression que toute notre société finalement est victime, otage, volontaire ou pas. Et c'est peut-être sur cette question que j'aimerais peut-être entendre Chantal, à moins que la parole.
Voilà, donc Serge a déjà dit un certain nombre de choses que je voulais dire, ça c'est fait. Donc le film, vous l'avez vu, c'est un film assez noir, hein, qui présente, qui a quand même des choix scénaristiques assez appuyés. On n'a pas vu des lotissements qui étaient faits depuis 30 ans avec des arbres qui ont poussé, des haies, parfois un peu sauvages. On est vraiment dans le phénomène actuel de la construction et quelque chose de désincarné. Alors, ça a l'air d'être l'enfer, hein, carrément. On se demande même pourquoi il y a des gens qui veulent ça. Il y a 90% des Français qui rêvent de ça. Il y a 60% des Français qui habitent dans ça. Donc, est-ce que c'est vraiment l'enfer? Ce qui peut un peu choquer l'ethnologue qui regarde ce film, même si c'est contrebalancé par les petits extraits qui suivent derrière, c'est peut-être la commande. On nous montre quelque chose de désincarné, où toutes les maisons sont pareilles. Ça, c'est le point de vue qu'on a de l'extérieur. Pour les gens qui habitent ces maisons, les maisons sont pas pareilles. Ils les ont toutes personnalisées. Et vous avez vu, si vous regardez par en dessus, il y en a qui ont un chien, il y en a qui ont un jardin. Alors c'est vrai que l'enfer, c'est les autres. Et c'est quand même la problématique de ces maisons-là. Pourquoi on appelle ça des maisons individuelles? C'est intéressant comme terme. On y vit tout seul. On n'y vit pas tout seul. Hein. On y vit en famille, globalement. La preuve, c'est quand on s'y retrouve tout seul dans sa maison individuelle, on s'en va. Souvent. Donc, le terme est intéressant parce que il évoque plus celui de maison, celui de masse, celui où on se retrouve autour d'un feu. Il évoque bien la question de l'individualisme, du bonheur de vivre dans son coin, dans sa parcelle. Et c'est la demande de 90% des Français. Une envie de nature, une envie d'espace, une envie d'intimité et une envie de tranquillité. Alors en face, ils ont quoi comme choix? Eh ben, ils ont la maison de lotissement. Parce que quand ils se disent je vais construire, ils se heurtent à une histoire dont ils ne sont pas responsables. Une histoire qui s'appuie sur, alors je vais être un peu provocante, mais sur deux faits majeurs. La démission du politique. On a eu l'exemple d'un excellent maire qui ressemble à, je sais pas, je vais être gentil, 90% des maires que j'ai pu rencontrer dans mon exercice. 95%. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un maire par massif qui tient la route. Allez, on va en mettre 2 ou 3. C'est-à-dire des maires qui sont un petit peu coincés. Ils n'ont pas les compétences de l'urbanisme et de l'architecte. Et puis, ils ont les demandes de leurs électeurs. Donc, bah oui, ça serait bien de s'aligner sur la rue, mais bon, quand on vient construire, on ne s'aligne pas sur la rue. Ben là, les deux frères, ils ont voulu chacun leur parcelle, puis c'est bien fait ça. Ça, c'est l'histoire longue. Et le maire de Kaysersbach nous montre qu'on a d'autres choix. Encore faut-il qu'il y ait des élus, des politiques, et pas seulement des maires, hein, aussi tout au sommet, là, qui aient le courage, pour pas répéter les mots de M. Kaysersbach, de faire des choix qui ne sont pas forcément des choix électoraux, mais qui sont des choix politiques d'une vision d'avenir. Alors, je prône presque la maison individuelle, hein, vous avez vu, j'ai dit 90% des Français ont envie de ça. Moi, je suis ethnologue, donc je regarde ce dont les gens ont envie. Et puis, je suis une citoyenne. Je regarde ce qui se passe maintenant, au bout de 30 ans, de ce phénomène-là. C'est assez terrible et ça ressemble bien à l'enfer que nous décrit le film. La plupart de ces maisons qui répondent à des aspirations, ou en tout cas qui tentent d'y répondre, parce qu'on verra que dans la vie pratique, c'est pas forcément le cas. Hein. Parce que les lotissements, c'est bien sympa les lotissements. Vous êtes tranquille, peinard, chacun dans son jardin. C'est pour ça qu'on fait des haies, parce qu'il y a des vis-à-vis dans les lotissements. Il y en a plein. Il y en a une maison au milieu de cette parcelle, puis il y en a une à côté, puis il y en a une en fait, puis il y en a une à côté, puis il y en a une derrière. Donc on a besoin des haies. Et puis le bruit, c'est vachement tranquille la campagne. Ben ouais, il y a le voisin qui prend sa pousse, il y a l'autre qui fait son bois de chauffage, il y a le chien de la voisine qui n'arrête pas d'aboyer. C'est moyen. Donc est-ce que la maison individuelle du lotissement répond vraiment aux attentes des Français? Je ne suis pas certaine. Et c'est là que les architectes peuvent intervenir. Seulement les architectes, dans les choses telles qu'elles sont dans l'histoire de ces maisons individuelles. Ben, ils ont démissionné, ça les intéressait pas de faire de la maison pour des gens qui n'avaient pas tellement d'argent. Les architectes qui se sont intéressés au collectif, à l'urbanisme, mais là les politiques qui ont pas vraiment suivi. Et puis la maison individuelle, ils se sont intéressés beaucoup aux maisons individuelles pour des gens qui avaient de l'argent. Les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ils ont laissé le champ libre aux constructeurs qui, au départ, sont des constructeurs industriels,
Bouygues, Bruno Petit, vous avez entendu ces noms-là. Dans les années 70, ils sont sur le marché et à grands coups de publicité, ils vont imposer le modèle du lotissement et de la maison industrielle. Alors ce marché, il a évolué, et les architectes doivent en être conscients. Aujourd'hui, plus de 80% des maisons qui se construisent sont construites par des petits constructeurs, qui vont faire 4 ou 5 maisons dans l'année. C'est souvent des familles de constructeurs, des familles dont les parents étaient maçons, charpentiers. Il y a une filiation. Donc on n'est plus tout à fait dans cette problématique de la maison industrielle faite par des grands groupes qui construisent à tout va. Puis les architectes, ils interviennent, hein, parce qu'ils sont dans les agences de constructeurs. C'est pas forcément les meilleurs, mais il y en a. Alors moi j'ai envie, parce que j'ai entendu quelqu'un me dire l'autre jour, construire dans un lotissement, c'est pas un projet. C'est un architecte. Quel mépris! Quand est-ce que les architectes apprendront à être modestes et à se dire que celui qui construit dans un lotissement, puisqu'il n'a pas trop d'argent globalement, il a autant de projets de vie que celui qui peut construire une maison à 3 000 € du mètre carré. Donc là, il y a des jeunes étudiants, et j'aimerais bien vous dire ça. Vous dire que la maison individuelle, cette envie de maison, pas forcément la construction d'une maison, chacune dans sa parcelle, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un phénomène qui est dramatique. Mais la construction de la maison, de l'habiter, c'est un enjeu de taille pour l'avenir. Et ça vous demande d'être modeste, c'est-à-dire de ne pas rêver de construire pour être publié dans des revues, mais de vous mettre à l'écoute des gens, de leur désir d'habiter et de pouvoir répondre de manière intelligente à leurs demandes. Alors j'ai pris pas mal de notes dans ce film. Je voulais en fait vous donner quelques chiffres, parce que je suis sociologue, ethnologue, on aime bien les chiffres. Quelques chiffres à titre de réflexion. Je cite mes sources parce que je cite toujours mes sources. Ministère des Transports, Fondation Abbé Pierre, INSEE, le réseau Action Climat France et Agreste. Entre 1992 et 2004, 410 milliers d'hectares ont été transformés en lotissements. 148 milliers d'hectares pour les réseaux routiers, qui sont beaucoup liés à l'habitat rural. Et comme disait une dame avant, les routes ne sont pas utilisées que par les gens qui habitent en périphérie et qui viennent en ville, ils sont aussi utilisés par les gens qui sont en ville et qui vont s'aérer à la campagne. Il y avait 323 logements pour 1000 habitants en 1968. Aujourd'hui, on en compte 507 pour 1000 habitants. Pourquoi? Famille recomposée, changement de sociologie. Entre 1968 et 2010, la surface habitable d'un logement a augmenté de 50%. 90% des Français souhaitent une maison individuelle. 60% des Français vivent déjà dans une maison individuelle. La densité urbaine est vécue comme négative par 65% des Français. Pour le même prix, vous avez le choix entre un appartement de 3 pièces en centre-ville et une maison en périphérie avec un jardin. Plus le revenu moyen baisse, plus la localisation de la maison est loin des centres urbains. L'isolation d'une maison, pour se mettre à la réglementation thermique actuelle, après attribution des aides, coûte encore 20 000 € aux propriétaires. Depuis 1994, le temps de transport, le kilométrage, le nombre de déplacements est resté stable. C'est curieux, hein? Ah, mais attendez, il y a l'explication. En fait, il augmente en milieu rural et il diminue dans les zones urbaines. En 1991, il fallait 10 heures de SMIC pour payer un plein d'essence, 48. Il en faut 11 aujourd'hui. Quand j'entends dire qu'on va taxer les déplacements qui sont liés à la maison individuelle, je ne peux que protester, mais ça c'est un engagement un peu militant. C'est donc toujours ceux qui ont le moins d'argent qui payent. Alors on a une question qui nous est posée en tant que citoyens, comment faire pour que la somme de nos comportements individuels ne mette pas en péril le vivre ensemble? Ça c'est une question qui est posée à tous. Pour le politique, nos hommes politiques, comment penser et maîtriser un aménagement du territoire qui va réduire les nuisances, les transports, les dépenses, les coûts, tout en continuant à se faire élire? Et puis pour l'architecte, comment répondre aux envies de nature, d'espace, de tranquillité, d'intimité,
autrement qu'avec la maison individuelle. Et moi, j'ai envie de vous dire de dépasser le discours moralisateur et intégriste que je vois poindre. On ne fait plus de maisons individuelles. Je ne vais pas construire des maisons individuelles pour des petits bourgeois. Si je construis de la maison individuelle, elle sera obligatoirement passive. Passive, pas juste au niveau du résultat, hein, mais au niveau des processus de construction utilisés. Voir ce que je disais tout à l'heure. C'est pour qui une maison passive avec l'ensemble des processus de construction utilisés? Celui qui a le SMIC? Pas sûr. Par contre, une maison bioclimatique bien pensée qui arrive quasiment au standard passif, ça peut être abordable. Surtout quand on pense à l'autoconstruction. Guidée par des architectes, aidée par des architectes. Vous voyez, il y a vraiment un champ large de réflexion pour les architectes de demain. Et moi, j'aime bien quand même le petit garçon, là, dans le film. Vous avez vu, c'est le seul habitant futur qu'on voit dans tout le film, quand même. Ah, de face. Qu'il explique qu'il va avoir sa grande maison avec un grand jardin, il pense au frigo plus tard, puis il met sa boîte à lettres tout au bout, parce que bon, quand il voudrait être tranquille. C'est le futur, et après, vous avez les moyens. Enfin, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais moi j'ai vu des habitats intermédiaires, je déteste ce mot-là, un habitat intermédiaire. On y habite, on n'y habite pas, on ne sait pas trop en fait. Hein. C'est comme la maison individuelle, quoi. On ne sait plus parler. Avant, on avait des maisons de village. Elles étaient mitoyennes d'un côté, etc. Maintenant, des habitats intermédiaires. Je ne sais pas trop où on va. Je connais des petits collectifs qui sont plutôt bien faits, avec des grandes terrasses, des petits jardins. Et puis, il y a des quartiers avec des petits collectifs et beaucoup d'espaces verts. Et puis, il y a de l'habitat coopératif, où les gens pensent ensemble comment réduire la superficie d'une maison qui va accueillir 3 ou 4 familles, en ayant quelques pièces communes. Donc, des solutions, elles existent. On ne va pas se contenter de regarder ce film en disant, bon, ben, c'est foutu, hein. Parce que sinon, dans 10 ans, il y a encore 410 milliers d'hectares qui sont partis en fumée. Et ces hectares-là, à 80%, c'est d'excellentes terres agricoles. La réversibilité. Le développement durable, ça passe aussi par la réversibilité. Si demain, on a besoin de cultiver ces terres agricoles, ça va être compliqué d'exproprier les gens. Voilà, le point de vue de l'ethnologue sur le film. Oui. Merci. Il y a beaucoup de questions déjà qui sont levées par Chantal. Mais on fait peut-être un premier tour de tribune, de table ronde, peut-être avant de donner la parole à Romain. Oui, merci beaucoup. C'est impressionnant le tour d'horizon là. Elle avait préparé Chantal son topo. C'était très très plaisant parce que je trouve qu'il y a un vrai regard spécifique de l'ethnologie et finalement de la question anthropologique sur cet aspect-là. Moi, je suis géographe, j'ai l'impression d'être à la ramasse de ce genre d'analyse très loin parce que on court un peu après ces problèmes-là et pourtant on nous a sollicité hein, depuis pas mal d'années. Alors nous, on est rentré sur ce problème-là sur la question de la périurbanisation. C'est un gros mot pour les architectes, je crois. C'est pas exactement avec ça que vous entrez dans le problème, mais finalement, ça peut être une porte de sortie qui est une porte d'entrée. Enfin, il y a moyen de faire les choses ensemble. Alors moi, je trouve que ce film est très intéressant du point de vue, Serge, je suis d'accord avec toi. C'est un film, quoi. C'est pas un documentaire. Je trouve qu'il est très typique de l'esprit des parcs naturels régionaux. Ça m'étonne pas du tout que ce soit dans le cadre de ce qu'ils font habituellement. Pour avoir pas mal travaillé sur eux, sur leur genèse et sur leur propre histoire, c'est des spécialistes de la gestion de la duplicité. Et là, ce film-là est un très très bel exemple de ce qu'ils essayent de faire. Alors, ils le font de manière souvent très intelligente, parce que ils dénoncent sans avoir les outils et les moyens d'œuvrer pour le modèle pour lequel ils espèrent que quelque chose va advenir. Donc ils dénoncent en espérant que les mentalités vont évoluer, que les choses vont bouger, mais par les gens, par la prise de conscience. Et finalement, cette espèce d'interview en marchant du premier spot là, de cet élu hilarant. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais ils sont effectivement comme ça. Et je les trouve très vrais hein, quand ils sont comme ça. Ce sont les élus du peuple quand même. Hein, et que 90% des Français pensent cela, hein, s'en foutent complètement de l'alignement. Et finalement, cette enquête en marchant de ce chargé de mission complètement démuni, hein, on sent qu'il est... À la fin, on peut imaginer qu'il va se mettre à pleurer, quoi, tellement il voit que ce qu'il dit ne prend pas et ne mord pas, quoi.
Bon, je trouve que la gestion de la duplicité que les parcs naturels régionaux font marche très bien. Et finalement, ils œuvrent beaucoup, sans le savoir peut-être des fois, à faire une évolution des mentalités. Alors est-ce que c'est dans le bon sens? On verra après. Juste un petit détail, on a nous travaillé sur des archives historiographiques des années 50, fin des années 50, début des années 60, quand on a commencé à inventer le concept de parc naturel régional. Et donc ça a été inventé autour de la DATAR, avec quelques huluberlus au cadre de la fonction publique d'État, qui ont pensé avant mai 68 qu'il fallait faire quelque chose pour cette jeunesse dépravée qui fuyait la ville et qui allait faire le malheur des campagnes. Et donc un d'entre eux a écrit un jour une petite note à Olivier Guichard, qui était donc le bras droit du Premier ministre de l'époque, un grand monsieur, petite note. Donc on est tombé sur cette note. Henri Baugé lui écrit en disant attention, monsieur le délégué, il faut absolument faire quelque chose, il faut créer des espaces réservés, préservés, parce que des hordes d'urbains sont en train de conquérir les campagnes, tout autour des grandes villes. Le week-end, on les voit arriver avec leur voiture, etc. Et Olivier Guichard met une petite vague sous horde, et retourne la fiche, ça se faisait comme ça, à l'époque l'État fonctionnait comme ça, hein. Et puis ça revient, le horde est souligné, avec un point d'exclamation entre parenthèses derrière. Oui, il disait, ce sont des hordes qui arrivent en campagne, et donc la périurbanisation est une conquête sauvage. La pensée aménagiste considère que la périurbanisation est une conquête sauvage, dont pour laquelle il faut se doter de moyens pour lutter contre ça. Donc les parcs naturels régionaux arrivent en disant, nous on va pas prendre le droit de l'urbanisme, on va pas fabriquer la bonne norme, hein, on va juste faire de l'éducation. Donc ils sont vraiment inscrits dans l'esprit de l'éducation populaire finalement, mais d'État, institutionnel. Et donc depuis 40 ans, ils essayent de faire ça. Vraiment, des fois ça ne marche pas du tout, parce qu'en face, donc c'est la deuxième chose que je voulais dire, hein, en face, depuis 4 ou 5 décennies, enfin, on peut dire beaucoup plus que ça. Moi, je pense que ça date de la Première Guerre mondiale, hein, le mouvement. Mais effectivement, de manière massive depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit le principe d'élus qui ont un double langage. Alors moi, j'ai splendide, nous avons dans notre laboratoire des extraits absolument extraordinaires d'élus qu'on a enquêtés après avoir étudié sur les 15 dernières années les permis de construire délivrés. Et donc, les élus numéro 2 et numéro 3, très vertueux, on en a plein dans nos boîtes. Des gens qui disent il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire de lotissement comme ça, mais quand on regarde leurs pratiques, il y en a plein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mesquins, ou ils n'ont pas compris quelque chose, ou ils essaient de rouler dans la farine. C'est que je crois effectivement qu'il y a une tension sociale très forte autour de cette manière-là d'habiter, ce type d'espace-là. Alors je trouve que le titre était très intéressant parce que on peut le tordre. Je trouve qu'il aurait fallu mettre la question au féminin, c'est pas quel mode au singulier, mais c'est bien quel mode, c'est-à-dire il y a des effets de mode qui sont plurigénérationnels pour lesquels on ne peut pas lutter. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce genre de manière d'habiter est une manière qui est inscrite extrêmement profondément en nous. Les enquêtes que nous on fait en périurbain, alors c'est pas du tout avec les méthodes fines de l'ethnologie, mais nous c'est effroyable ce qu'on a. On a en face de gens, des gens qui disent des nous, hein, c'est des individus en format familial, mais qui parlent avec du collectif, qui parlent d'une certaine manière de la société, et qui disent leur peur très grande, mais effroyable, jusqu'à un tel point qu'on ne peut même pas poser des questions. Donc nous, on est très surpris de ça. Peur de quoi? Alors peur de voir leurs enfants en situation d'insécurité. C'est un des fondamentaux arguments que l'on trouve pour aller vivre loin dans ce genre de lieu. Et puis la peur de l'odeur, la peur du bruit, qui sont effectivement des arguments pour la fuite. Mais c'est une fuite consciente, c'est une fuite positive, et c'est une fuite volontariste. Donc c'est plein de normes positives, cette manière-là d'habiter cet espace rural ou ex-rural, métropolitain pacifié que l'on a aujourd'hui. Donc évidemment, c'est une faillite de la pensée aménagiste. Parce que nous, en gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit des politiques publiques qui interdisent de faire ça. On voit un droit de l'urbanisme qui permettrait d'interdire l'horreur que l'on peut dénoncer avec ce film-là et de plein d'autres manières. Mais en même temps, on la voit s'accroître, cette forme-là d'habiter et d'extension de l'urbain et de la métropolisation désorganisée. On la voit s'accroître. Alors, quels que soient les indicateurs que l'on prend,
c'est une droite. Voilà. Donc c'est pas des choses qui sont anodines. La progression est régulière depuis 50 ans. En surface, en moyens, en argent, en nombre. Voilà. Quels que soient les indicateurs qu'on prend, c'est quasiment tout le temps, parfois plus rapidement dans certaines régions et moins rapidement dans d'autres, mais c'est évidemment une constante anthropologique. Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est que finalement, quand on prend ce problème-là et qu'on essaie de l'analyser avec les outils de l'aménagement du territoire, on a ou des outils trop petits, c'est-à-dire la critique du droit de l'urbanisme, la critique de l'article 1 de la Constitution, la critique de la parcelle, c'est-à-dire de la conception miniature du problème, et puis en même temps on a des conceptions du trop grand. Les 64 milliards d'euros que l'on met dans les DPU de la politique agricole commune, vous savez tout ce que c'est que les DPU? Non, bien sûr, parce que c'est caché, c'est les droits à production unique. C'est un truc qui a été inventé il y a quelques années, mais de manière extrêmement planquée. Ça veut dire que depuis 7 ans maintenant, les agriculteurs, quand ils ont la possibilité de faire la démonstration qu'ils ont cultivé dans l'année de référence un certain nombre d'hectares, il suffit qu'ils déclarent qu'ils vont continuer à le faucher pour toucher de l'argent, quel que soit ce qu'ils font dessus. Donc évidemment, les 64 milliards de la DPU, c'est du vol public, puisque de toute façon, ces surfaces-là, pour à peu près un tiers d'entre elles, ne sont plus du tout considérées comme des surfaces agricoles fonctionnellement parlant, ce n'est que de la réserve à la prochaine occasion du lotissage. Là, en âge, c'est péjoratif, donc on peut le dire. Bon, on peut quand même pas non plus, vu ce qui se passe en ce moment, oublier qu'il y a dans le macro de l'urbanisation désordonnée, qui est la métropolisation très dédensifiée, une politique bancaire. Si les Américains ont perdu les pédales il y a 5 ans, et que nous sommes en train de subir les conséquences aujourd'hui, c'est quand même bien parce que le système bancaire s'est assis sur un système très juteux, très financièrement intéressant de l'accession à la propriété. Et c'est mondial. Et c'est pas que les pays riches. Donc on a bien des politiques agricoles, des politiques bancaires, mais on pourrait dire des politiques d'équipement, des politiques d'infrastructure, des politiques de la mobilité autoroutière. Enfin bref, il y a des politiques macro. Alors on peut en faire la critique, mais c'est trop grand. Donc le problème de la périurbanisation, le problème de la critique de ce lotissement détestable, doit être dans l'intermédiaire, c'est-à-dire dans les échelles intermédiaires. Il faut faire la critique des politiques publiques, enfin, du manque de politiques publiques aux échelles intermédiaires. Voilà. Alors j'aurais peut-être des petites choses à rajouter sur la question de la territorialité, mais merci Romain. On poursuit un petit peu comme ça. Ça peut être intéressant de donner la parole à un architecte qui a, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est par ailleurs en responsabilité de l'urbanisme dans sa ville, parce qu'il mesure, lui, avec cette double casquette, la difficulté de l'exercice. Ouais, je te remercie pas parce que je suis pas dans une situation très facile là, avec tout ce que j'ai entendu sur les élus. En plus, j'habite dans une maison individuelle, donc voilà, je me demande un peu où je suis. Bon, malgré tout, puisqu'il faut parler un petit peu peut-être effectivement, moi aussi de mon vécu d'élu, en tant qu'élu, moi j'ai envie de parler des gens, parce que nous, en milieu rural, on est très proche des gens finalement, et on est sollicité pour résoudre et arbitrer des conflits d'intérêts individuels, des conflits de voisinage, on est sollicité un peu sur tout. On est considéré comme étant les représentants à côté de ça, de l'administration qui va délivrer ou non les autorisations de construire. Et en fait, nous, tout notre travail auprès des gens, c'est de dire que on ne fait pas que appliquer une administration, mais qu'on est porteur aussi de projets. On est porteur de projets pour les habitants de la commune, pour les gens qu'on côtoie tous les jours, et que dans la façon qu'on va avoir de gérer les conflits, eh bien, c'est d'essayer de résoudre un peu toutes les questions quotidiennes du vivre ensemble. Je crois qu'il y a quand même, ça a été assez exprimé par effectivement un ou deux élus qui ont un peu relevé, je dirais, l'espoir peut-être dans le film qu'on a vu tout à l'heure. Quoi dire? Oui, le milieu rural, j'ai envie de dire que le milieu rural, il y a quand même une dimension qui est importante dans le milieu rural. Le milieu rural, c'est la campagne.
La campagne, ça a été dit un petit moment dans le film, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. La campagne, c'est le lieu de l'agriculture, de l'élevage, de la culture. La campagne, c'est ça, quoi. Alors c'est sûr que quand on vient habiter à la campagne et qu'on n'est pas paysan ou qu'on n'est pas éleveur, effectivement, ça pose aussi un certain nombre de questions. Et je pense que c'est ça les mutations qu'il y a aujourd'hui dans ce qu'on appelle les territoires. C'est un bien joli mot qu'on met à toutes les modes, les territoires, mais je dirais dans les pays ruraux, hein, dans les régions rurales, le problème, c'est que les agriculteurs, ils ont peut-être du mal à vivre de leur métier. Donc, il y a des terres qui sont plus ou moins bien exploitées, ça s'enfriche. Et puis nous, les élus, on a aussi besoin d'accueillir des gens. Alors, on leur fait des lotissements. On a aussi besoin d'accueillir des activités économiques. Alors, on fait des zones d'activité, ces espèces d'horreurs pleines de hangars. Et puis les agriculteurs qui survivent, ben, ils nous font des hangars pour mettre leurs vaches et leurs voilà. Donc c'est vrai que l'évolution des territoires, elle est liée aussi à l'évolution de toute la vie, et qu'aujourd'hui un territoire rural ne sera plus comme avant, à moins évidemment qu'il y ait un retour en arrière et qu'on se remette à vivre un petit peu comme avant. Et c'est vrai qu'il y a là aussi, il y a peut-être des choses où on va faire un peu machine arrière, où on va aller dans le sens contraire de la concentration industrielle, de la concentration des activités et peut-être de la concentration de l'habité. Il y a quand même des espoirs, je pense, dans les territoires ruraux pour arriver à retrouver, comment dire, une relocalisation de l'activité, de l'habitat, peut-être de la consommation, mais c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Je pense que plus que de consommer, on a besoin de services. Voilà, j'ai espoir, moi, que dans les territoires ruraux, on va pas faire que du rurbain ou du périurbain. On va quand même réussir dans la période actuelle à redévelopper des territoires, puisqu'on les appelle comme ça, qui soient un petit peu, qui arrivent à vivre sur eux-mêmes et pas complètement dépendants des mouvements pendulaires avec les agglomérations. Sur la question du lotissement neuf, c'est vrai qu'on a vu dans ce film beaucoup de lotissements neufs. C'est effectivement assez navrant parce que il y a que de la pelouse qui a eu le temps de pousser, il n'y a pas du tout de fleurs, d'arbres, de végétaux. Et en même temps, moi j'ai l'impression que c'est souvent dans les lotissements neufs qu'il y a le plus de vie communautaire mais collective. Souvent c'est dans un lotissement neuf. Moi j'ai remarqué qu'il y a des familles avec des jeunes enfants qui sont un peu dans les mêmes préoccupations, qui n'ont pas eu les moyens encore de construire la clôture ou de faire pousser la haie et qui finalement arrivent un petit peu à vivre ensemble. Et puis au fur et à mesure qu'on vieillit, que les haies poussent, qu'on a les moyens de construire des murs, on s'enferme et on vit de plus en plus dos à dos. Alors c'est curieux parce que Chantal, tout à l'heure, je crois que tu disais le contraire. Moi, je trouve que le lotissement neuf, ça a encore un côté où il y a un petit espoir. Espoir parce que pour moi, ce qui est important finalement, c'est de vivre ensemble. Je veux dire, les questions qui sont posées par l'habitat dos à dos, c'est quel est le sens de la vie pour chacun de ces gens qui habitent là-dedans, dont je fais partie, dont on fait presque tous partie. On pourrait faire une enquête là. Qui est-ce qui habite dans... Non, on va pas le faire, hein, dans une maison individuelle. Mais donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est le sens de la vie? Est-ce que c'est de vivre dos à dos? Est-ce que c'est de vivre ensemble? Je veux dire, qu'est-ce qui nous apporte quelque chose de rester enfermé devant sa télé ou de rencontrer les autres? C'est évident, quoi, la réponse. Donc nous les élus, si on veut participer à quelque chose, bah c'est comment faire en sorte que les gens aient envie, par exemple, de vivre ensemble et envie de se rencontrer. Alors, on parle de la demande, moi j'ai envie de dire un mot, puis après j'arrête. Hein. On parle de la demande, répondre à la demande, moi ça m'a jamais tellement intéressé. Quoi. Donc répondre à la demande, les gens, ils veulent ci, ils veulent ça, répondre à la demande, c'est une demande de facilité. Les gens, ils veulent de la facilité, tout le monde veut de la facilité. La facilité, c'est pas source de satisfaction, quoi. C'est clair, tout le monde le sait. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire un bon effort.
les relations, pourquoi ça nous apporte tant? Parce que les relations, c'est un effort. Donc moi, je suis pas du tout pour répondre à la demande. Voilà. Bon, je sais pas si je suis assez clair. Non, ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet. Si, pour cette contribution. C'est bien de parler de la vie. Alors, on continue avec Pierre. Pierre, lui, il écrit, et je continue à charger un peu le rôle de chacun. C'est avec tes règlements, alors, qu'on arrive à construire cette cité future? Non, est-ce que le professionnel de l'urbanisme a la main là-dessus? Est-ce qu'il a une marge de manœuvre? Est-ce qu'il a un rôle? Est-ce qu'il a une capacité d'influence sur le politique? Et quelle est la responsabilité professionnelle dans laquelle il est, à la fois en tant qu'urbaniste et architecte, parce que quand on a la chance, je sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais d'avoir éventuellement les deux compétences, on a une certaine vision, on a, paraît-il même, une capacité à spatialiser les situations, ce qui est peut-être théoriquement moins le cas d'une ethnologue ou d'un géographe, encore que. Et donc, quel est ton champ d'action là-dedans? Quels sont peut-être, pour aller très franc, quelles sont les réussites et quels sont les ingrédients finalement pour que ça fonctionne? Est-ce que parfois on arrive à faire véritablement aboutir un projet, influencer un élu? Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on fait bien de l'influencer ou pas? À toi la parole. Bien. Question difficile. Quelle casquette je vais prendre là, dans cette affaire? Parce que je peux en prendre plein. Alors, d'abord architecte, qui a construit des maisons, urbaniste qui fait des règlements qui vont dire comment il faut construire des maisons, enseignant et chercheur qui essaie de comprendre et d'expliquer des choses et puis de constituer aussi des savoirs qui permettent d'avancer quand même dans les pratiques. Et puis après praticien de l'urbanisme qui est au contact des élus, qui admire les élus pour leur dévouement, leur travail. C'est vrai que j'ai appris à côtoyer et à connaître cet univers-là dans lequel j'irai jamais. C'est un sacerdoce, c'est une mission, c'est un rôle qui est extrêmement délicat à tenir. On se trouve effectivement sans cesse pris entre des intérêts qui sont forcément contradictoires, c'est la vie. Alors le praticien, lui aussi, il est pris dans des points de vue et éventuellement, non pas des intérêts, mais dans des sensibilités qui peuvent être complexes ou contradictoires. Comment arriver à faire passer certaines idées? Bon, ça fait 20 ans que je pratique l'urbanisme réglementaire, beaucoup plus de temps que ça, je suis engagé du point de vue de l'architecture, de l'urbanisme et peut-être aussi de l'écologie. Et est-ce que ça a tant progressé que ça? Moi, j'ai sûrement autant de convictions qu'avant. J'ai sûrement beaucoup moins de certitude qu'auparavant, c'est clair. Puis on avance, on est confronté justement à la recherche d'un équilibre difficile, complexe, entre des intérêts et des contradictions multiples. Et puis tout ça se construit petit à petit dans un dialogue. Si on veut comprendre comment ça évolue, alors peut-être il faut savoir de quoi on est parti, de quelle situation on est parti. Ce qui m'a frappé dans le film, c'est que je pense avoir vu le même type de film dans les années 70, à peu de choses près. Alors certains de ces films dans les années 70 dénonçaient de la même manière les grands ensembles collectifs, et en fait la fuite vers l'habitat individuel a été une conséquence d'une réaction de rejet contre l'habitat collectif. Mais déjà dans les années 70, il y avait aussi cette dénonciation de l'étalement des petites maisons dans tous les sens. À l'époque, c'était les Chalandonnettes, et dont on savait déjà que ça produisait, ça allait pas produire, c'était déjà en train de produire un désastre sur le plan paysager, social, économique aussi d'ailleurs, etc. Donc en 40 ans, qu'est-ce qui a véritablement changé? Une conscience globale, mais on se rend compte que les statistiques elles disent un petit peu toujours la même chose en termes de désir, en termes d'envie d'accéder à ce mythe un petit peu de la maison individuelle. Et en même temps, cette statistique recouvre d'autres envies qui sont très différentes. En réalité, le marché, le rêve de la plupart des acquéreurs, ce serait plutôt d'acheter une vieille maison, une ancienne maison. Et ça, alors tapé, pas cher, dans lequel on investirait beaucoup d'huile de coude, mais il se trouve que depuis 20 ans, ça commence à se faire rare et ce marché-là, il devient extrêmement restreint.
Et curieusement, des gens qui sont au départ à la recherche de vieilles maisons vont se tourner vers les lotissements, le pavillon au milieu d'un terrain, parce qu'ils n'ont pas véritablement d'offres alternatives sur le marché. On est un marché, enfin le marché de l'immobilier est un marché très particulier où c'est plutôt l'offre qui commande la demande et pas l'inverse. Donc en fait, les promoteurs, les acteurs de l'aménagement, les lotisseurs, etc., c'est eux qui conditionnent le type de réponse que le consommateur, que le client, que l'acquéreur éventuel va trouver. Et on est confronté depuis 40 ans à ces difficultés-là. Difficulté de maîtriser le foncier, c'est la première difficulté auxquelles sont confrontées les communes, les collectivités publiques et puis les urbanistes. Difficulté d'un marché où on sait que sur le plan économique, ce qui est le plus efficace, c'est de vendre des terrains, de vite les équiper, puis les vendre derrière. Un circuit immobilier, enfin un circuit foncier court, qui engage pas des gros investissements. Et puis quand on est architecte urbaniste, on est très frustré parce qu'effectivement, on préférait maîtriser des opérations plus complexes, plus exigeantes, avec des produits plus intéressants et qui trouveraient certainement leur clientèle, leurs acquéreurs, mais qu'on n'arrivera pas à monter parce que c'est beaucoup plus de travail, parce que c'est beaucoup plus de risques financiers pour les promoteurs, pour les banques, etc. Parce que ce sont également des délais, la dimension du temps elle est très très importante, ce sont des délais qui sont beaucoup plus longs. Donc, qu'est-ce qui fait que ce type de tendance peut être aujourd'hui plus d'actualité qu'auparavant? Il y a quand même une évolution du cadre législatif, même si la loi d'orientation foncière de 1967 disait déjà qu'il fallait gérer le territoire français de manière économe. On a fait un petit peu des progrès, j'ai l'impression. Alors, les élus vont ressentir ça comme une contrainte, le fait qu'on les oblige à être beaucoup plus économes du foncier. Ils vont pas pouvoir faire plaisir à des tas de propriétaires. Bon, parfois ils sont contents qu'on les oblige d'ailleurs, hein, moi, dans ma casquette d'urbaniste. Parfois je me rends compte que les élus sont contents qu'il y ait des contraintes réglementaires qui les obligent à faire plus attention. Parce que ça les dégage un petit peu de certaines pressions sociales, humaines, électorales, etc., qui sont difficiles à tenir. Le cadre réglementaire a évolué aussi récemment avec les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, avec du coup alors ce qui n'existait pas auparavant, avant on disait moralement il faut économiser le terrain, le sol, éviter de manger la surface pour les agriculteurs, etc., mais on n'avait aucun moyen d'empêcher de le faire en réalité, on n'avait aucun moyen réglementaire d'empêcher de le faire. Et là, depuis relativement peu de temps, on a beaucoup plus de moyens effectivement de freiner cette consommation, cet étalement, cette consommation des terres agricoles. Pour compléter les chiffres de Chantal de tout à l'heure, j'ai obtenu aussi qu'il y a, dans le département de l'Isère, par exemple, il y a plus de 1000 hectares de terrains agricoles qui, par an, partent à l'urbanisation. 1000 terrains de foot, si vous voulez l'équivalent en surface. Voilà, 1 millier de terrains de football qui sont voués à l'urbanisation, qui sont des terres agricoles et qui disparaissent pour l'urbanisation. Alors, on est dans une période de transition où petit à petit, des moyens de contrôle, je vais pas dire de rationnement quand même, on n'est pas encore tout à fait là, sont en train de se mettre en place pour utiliser de façon plus économe le sol. Il y a des collectivités, il y a des communes qui ont envie de travailler dans ce sens-là, mais effectivement, c'est difficile en même temps de résister aux pressions, au désir de spéculation, de valorisation foncière des propriétaires. Mais culturellement, je dirais, il y a une certaine association de motivation, d'intérêt qui tire un petit peu dans le même sens. Et ça c'est plutôt agréable, c'est plutôt réconfortant. Même si on essaye de pas être moralisateur et pas être missionnaire, etc., ce qui est complètement contre-productif, effectivement. Mais on a l'impression de travailler dans le même sens avec pas mal d'acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme aujourd'hui. Et puis on essaie de monter des opérations concrètes, c'est avec des exemples concrets qu'on arrive à faire avancer les choses. Alors, le problème des exemples concrets, c'est qu'il y en a pas beaucoup, finalement. C'est difficile d'en trouver. Il y a plus de mauvais exemples que de bons exemples. Et on se rend compte que les bons exemples, ils ont demandé énormément d'énergie pour être montés, pour aboutir, souvent énormément de temps également, de persévérance pour
pour arriver à être acceptés. On se rend compte aussi, ce qui est plutôt réconfortant, c'est que les bons exemples, ils arrivent à trouver leur clientèle. Ça fonctionne très bien une fois que c'est réalisé. Même si tout le monde pensait à l'origine que ça serait un échec, parfois ça fonctionne très bien. Et on se rend compte aussi que la perception des bons exemples est aussi quand même très décalée entre la culture d'élite, je dirais, des architectes et le goût moyen des acquéreurs, de la clientèle, etc. Mais c'est pas le style architectural qui fait vraiment la différence, c'est ce qu'on propose véritablement en termes d'usage. Donc je partage l'appel de Chantal tout à l'heure à davantage de modestie et surtout beaucoup moins de mépris de la part des architectes vis-à-vis des désirs de la population, du grand public à accéder à ce rêve de la maison individuelle. Bon, on essaie de travailler avec les élus dans ce sens-là. C'est jamais facile. Merci Pierre. Je vois que l'heure tourne, que c'est il est 8h moins 10, donc j'aimerais peut-être donner la parole à la salle parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a aussi des professionnels, donc ne partez pas. Parce que ce film ne peut pas vous laisser froid quand même. Là, ce film est une véritable provocation, c'est un réquisitoire sans appel sur notre capacité à stériliser la terre durablement et à fabriquer peut-être, on a l'impression, de la non-société. Donc, comment est-ce que vous, nouvelle génération, vous vous situez? Moi, j'aimerais bien vous entendre. Je sais pas si vous m'entendez, si. Donc, il y a eu une fuite des grands ensembles, en fait, qui sont donc notamment allés vers la maison individuelle. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi une fuite de la maison individuelle et où aller, en fait, et aussi une paupérisation, en fait, de cet espace-là, comme les grands ensembles? Effectivement, Romain disait tout à l'heure qu'il y a une tension sociale très forte en faveur de la maison individuelle. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'études sur ce phénomène-là. Il y en a eu 2 dans les années 2000. Une commanditée par Bouygues et l'autre commanditée par la Fédération des constructeurs. Je donne une idée un peu des biais qu'on peut avoir aussi dans ces études-là. Le phénomène, c'est compliqué de dater la naissance, mais en tout cas, il s'inscrit de manière très forte, à mon avis, en rapport avec 2 choses. La naissance des grands ensembles. Pour construire après la guerre, on a des gens à reloger d'urgence. Une très très grande densité telle qu'il n'en avait jamais été question en France. Donc obligatoirement, quand un phénomène aussi massif apparaît, on a une réaction en face. C'est ça l'équilibre d'une société. On se mondialise, donc on renforce les notions d'identité et de micro-local. On construit du grand ensemble, donc on va vers une maison qui se détache du contrôle social ancien qui était quand même extrêmement important dans les villages. 68 passe par là aussi. Donc le phénomène de la maison individuelle, il est très 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 ancré dans la naissance d'un monde qui est en pleine évolution après la guerre, dans une évolution qui n'arrête pas de s'accélérer, et donc on a quelque chose qui est très très fort là. Habiter, c'est la même racine que habit. Et quand Romain disait tout à l'heure que dans l'histoire de la maison individuelle, dès qu'on commence à interroger les gens, qu'est-ce que c'est qui pointe? C'est la peur. C'est le fait que la maison la redevient un refuge. On se protège derrière des murs, derrière des haies. C'est un phénomène très typique à la France. Donc on se protège de quoi? Il faudrait une étude réellement en profondeur pour savoir ce qu'il y a derrière ce phénomène-là. Et puis tu pointes quelque chose qui est vraiment important et qui, à mon avis, est très négligé, qui est la paupérisation de ces zones-là. Parce que qui a eu accès à ces maisons de lotissement? C'est essentiellement des gens qui n'avaient pas des moyens extrêmement importants. C'est pas des petits bourgeois. C'est des gens comme vous et moi, et parmi eux, il y en a pas mal de smicards. Et donc, ils arrivent, ils vieillissent, on va pas vous faire un dessin, les retraites là, elles sont vachement élevées, quoi. Ils se retrouvent avec des frais parce que les maisons ont vieilli, des frais d'isolation parce qu'il faut, si on la revend, être dans la réglementation thermique. Et la Fondation Abbé Pierre a recensé
un certain nombre de taudis qui ne sont pas du tout des bidonvilles ou des appartements, mais qui sont bel et bien des lotissements, des maisons de lotissement, en milieu rural pour la plupart. Donc ça, c'est un vrai problème de société. Donc on ne peut pas se contenter de stigmatiser la maison individuelle. Il faut vraiment comprendre au fond, finement, pourquoi on a cet attachement, nous, en tant que Français, culturellement, à la maison individuelle, et pourquoi la réglementation ne règle rien. Moi, je suis la première à dire les Scots, il en faut une politique d'aménagement du territoire forte, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Construire, c'est un projet de vie. C'est un projet qui met des gens face à face. Donc quand l'élu, il a un projet en face, bah, il négocie, il fait avec, et puis il fait aussi avec la réglementation. Et alors, je voulais répondre quand même à l'histoire de la demande. Répondre à la demande, c'est pas simple. Hein. Répondre à la demande, c'est pas juste dire, bah vous voulez une maison individuelle, je vous fais une maison individuelle. C'est aller finement dans ce que veut le client en face. Si on lui fait une offre forte, le client il va prendre une offre forte. C'est ce qu'ont su faire Bouygues et Bruno Petit. Ils ont fait une offre forte. C'est ce qu'on n'ont pas su faire les architectes. Sachant qu'il y a ce problème de la paupérisation de l'habitat individuel. Donc, juste pour un clin d'œil, moi j'ai pas tellement envie de mettre une réglementation qui dirait que toutes les maisons individuelles doivent être au standard passif. Par contre, j'aimerais vraiment imposer que tout l'habitat social soit au standard passif. Parce que quand les charges de chauffage augmentent, c'est les gens qui sont en difficulté. Et le coût de l'énergie, il ne cesse d'augmenter. On va parler de la paupérisation qui me tient à cœur en tant que collègue. Tu veux dire quelque chose, Romain, ou il y a d'autres questions dans la salle? Je suis sûr qu'il y a d'autres questions. Yves. Yves Genet, géographe aussi, fidèle de cette assemblée. Oui, j'aimerais savoir justement si on a vraiment étudié quelles étaient les classes sociales, à quel niveau social correspondait essentiellement ce choix de la maison individuelle. Si je pose la question, c'est que notamment dans la région parisienne, dans les banlieues chics de la région parisienne, l'habitat collectif est resté très solide et très en vigueur des populations. Si bien que lorsqu'on parle toujours justement, on fait une équation entre grands ensembles tels qu'on les connaît et habitat collectif, on oublie quand même qu'il y a aussi d'autres formes d'habitat collectif, et ceux-là, apparemment, justement, ont conquis leurs habitants. Et ce qui me ferait penser justement que ce choix de la maison individuelle, il est plutôt des classes moyennes ou inférieures, plutôt que d'une classe supérieure. Voilà, c'est là-dessus que je veux. Oui, ça c'est une certitude. La plupart des gens qui se tournent vers les maisons individuelles sont effectivement, pour eux, la maison, c'est un signe de réussite sociale. Donc avoir une maison, c'est le signe qu'on a réussi. On offre aussi des racines à sa famille. Et les gens qui sont le plus tournés vers le petit collectif, voire vers des appartements en ville, c'est plutôt les cadres supérieurs et les classes aisées, moyennes, aisées. Au fond de la salle, s'il te plaît. Merci. Une dernière petite question qui peut peut-être proposer une piste. Je me demande s'il y a un des leviers pour transformer cette dynamique du désir de maison individuelle, c'est pas de proposer aux gens une autre forme d'habitat en leur parlant de longévité et de vie dans le temps. Moi, j'ai l'exemple de ma grand-mère qui a 90 ans et qui va racheter un appartement. Elle a des moyens, c'est sûr, mais racheter un appartement en ville et revenir en centre-ville parce qu'une grande maison tout seule, elle peut plus supporter les charges financièrement, elle est trop isolée. Et du coup, je me demande si de concevoir des ensembles d'habitats qui peuvent éventuellement être transformables dans le temps, suivre l'évolution sociologique et démographique, si c'est pas un vrai levier à penser au cas par cas en fait dans les différents territoires auxquels on s'adresse. Itinéraire résidentiel, hein, et tout. Oui, alors, oui, effectivement, c'est une question qui est un peu reliée à la première sur la paupérisation, me semble-t-il.
Parce que nous, ce qu'on constate, c'est que dans les enquêtes, hein, les gens ne conçoivent plus la maison comme étant la maison de famille, hein, plus du tout. Donc c'est très clairement un investissement, avec en même temps la certitude que peut-être ça sera difficile à revendre. Donc il y a une espèce de paradoxe assez étonnant, c'est-à-dire que c'est un besoin impératif quand les enfants sont petits, en gros, hein, on sait que c'est une aspiration plutôt des jeunes couples avec enfants, c'est là où c'est le plus massif, on va dire. Moi je trouve que c'est dans toutes les classes sociales, à partir du moment où il y a 2 salaires, en gros c'est un peu ça, même 2 petits salaires, même 2 SMIC, ça commence à être ça l'inspiration. En dessous, de toute façon, c'est quasiment pas possible dans les campagnes françaises. Et ce qu'on trouve vraiment très intéressant, c'est que la durée de résidence baisse très vite. Hein. La durée dans la maison individuelle, il faut effectivement ne plus vraiment appeler maison individuelle, mais maison familiale recomposée, la durée baisse. Et l'accroissement de la baisse est très net. Donc en gros, la maison individuelle a plutôt tendance, semble-t-il pour nous, enfin, en tout cas l'habitat intermédiaire ou l'habitat qui n'est pas complètement urbain et qui n'est pas non plus l'héritier de l'habitat rural, anticipe sur les mouvements de société. Plus de divorces, plus de familles recomposées, plus, etc., etc. Donc c'est pas du tout la ramasse de la société. C'est pas du tout la fin ou la queue de la comète. Pour nous, c'est vraiment plutôt des gens qui sont pionniers de ce que peut-être la société française est en train de devenir. Enfin, pardon. Société occidentale, hein, parce que c'est vraiment un mouvement, si on suit Augustin Berg, qui correspond vraiment bien à la pensée occidentale. Non, je ne peux pas donner le turnover parce que je n'ai pas les chiffres sur moins de 10 ans. Il y a 10 ans, le turnover d'une maison individuelle, c'était 15 ans. Maintenant, c'est 10 ans. Donc on reste en gros dans une maison 10 ans. C'est pas la pierre pour l'avenir et pour transmettre à ses enfants. On n'est plus là-dedans. On sait déjà que quand on sera vieux, si on arrive à revendre, on sera plus là. Alors juste, je complète en disant que les plus grosses progressions des GMS, des commerces de moyenne surface, là, hein, les hyper, c'est bricolage et jardiland, enfin jardinage. Et on sait aussi qu'il y a une fuite, c'est une double fuite, hein, c'est une fuite de la ville et c'est une fuite capitalistique. C'est-à-dire qu'il vaut toujours mieux réinvestir dans la maison. Et on sait qu'il va y avoir des friches périurbaines, on sait qu'il va y avoir des friches de lotissement. Je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup de cas exemplaires de friches massives, mais on sait que ça va arriver. Et évidemment, enfin, on ne peut pas non plus, vis-à-vis de vous et face à vous, ne pas imaginer que là il y a un très joli marché, c'est-à-dire que bien sûr que ça va être boboisé, exactement comme une partie des périphéries et des marges urbaines ont été reconquises par la classe créative un peu pionnière, etc., qui iront bien sûr dans ces endroits-là. Il nous semble que ça serait quand même pas mal que le monde de l'architecture anticipe ces choses-là et que l'on pense la manière dont on peut recomposer à partir de matériaux de très mauvaise qualité et très médiocres, qui ont en plus été rénovés de manière très médiocre avec le pas de gamme que le commerce offre. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça autrement qu'avec la méthode de l'ANRU, hein. J'espère qu'on ne va pas recommencer dans 25 ans les bêtises de l'ANRU où on rase et puis on refait sans avoir de modèle. Un joli chantier pour les 50 prochaines années. Hein. Le temps passe. Pierre, tu voulais intervenir, il est 20h. Moi, je voulais dire quand même que il est évident que ce film, si on avait regardé ce film il y a 5 ans, il nous aurait peut-être entraîné dans un débat philosophique dans lequel on est peut-être en train de s'immiscer aujourd'hui. Je crois que les enjeux du réchauffement climatique, les enjeux de la précarité énergétique, les incertitudes planétaires, etc., font que on est rentré on vient de basculer dans une autre phase de notre histoire, et que là, les comportements des jeunes générations, c'est pour ça que je vous tendais un peu la perche, mais je vous entends peu, mais on a l'occasion d'en discuter dans nos ateliers ou de vous voir agir et de vous voir vous passionner pour les questions d'habiter autrement. Hein. Donc vous faites peut-être plus l'expérience que nos générations l'ont faite au travers des colocations et autres. Hein. Et je veux dire que d'abord, il n'y a plus beaucoup d'alternatives. Il n'est plus question aujourd'hui, par exemple en Isère, d'urbaniser au-delà. Enfin, le département en tout cas ne donne plus un centime avec les nouveaux dispositifs qu'on appelle éco-conditionnalité des aides, c'est-à-dire que il y a des aides publiques dès lors qu'on sert un projet qui rentre dans une certaine démarche vertueuse.
Donc il n'y a plus 1 mètre linéaire d'urbanisation nouvelle en dehors des urbanisations déjà constituées qui trouve 1 centime d'euro de subvention. Donc je veux dire tout ça, compte tenu du fait que les communes ont déjà perdu les revenus des taxes professionnelles, je peux vous dire que ça plombe considérablement les choses. Et puis qu'il n'y a pas 6 mois sans qu'il y ait une réforme de l'aménagement. Donc on est rentré dans d'autres perspectives d'aménagement et qui arrive, qui coïncide sans doute aussi avec une capacité aujourd'hui de dresser un état des lieux qui peut être un petit peu pathétique, un petit peu terrifiant, accablant finalement des limites de cette urbanisation sans objet, hors sol. Hein. On a stérilisé, on a scarifié la terre. Vous l'avez vu la grue. Hein. La métaphore de ce film, c'est cette grue qui vient scarifier la terre sans autre projet que d'y intervenir et de l'étanchéifier, quoi, d'une certaine manière. Hein, et donc, il semble qu'aujourd'hui les perspectives soient nombreuses pour recomposer. C'est-à-dire, on a consommé, on avait des documents qui s'appelaient plan d'occupation des sols hein, pendant 40 ans. Plan d'occupation des sols, ça voulait bien dire que face à la faillite d'un système agricole et d'une économie rurale qui basculait vers une économie urbaine, il fallait dorénavant occuper les sols. Donc on les a occupés dans un acte éminemment démocratique encadré par des professionnels de talent, mais on a occupé les sols. Aujourd'hui, on fait des plans d'urbanisme, hein, des PLU, des plans locaux d'urbanisme. Ça veut dire qu'on a basculé vers un dispositif intellectuel qui intègre les orientations de la loi SRU du développement durable pour recomposer, c'est-à-dire faire un travail de couture de la société et du territoire sur lui-même. Donc cette question de retrouver des racines, de retrouver des filiations, de retisser des choses, de refabriquer de l'espace public, c'est un chantier immense qui est face à vous et qui est absolument passionnant, avec celui de recoudre ces lotissements qui finalement, dans les meilleurs des cas, c'est-à-dire ou dans les plus graves, était celui de dire avec 1500 mètres de terrain, on a fait une maison, malheureusement souvent au milieu ou à 3 mètres, mais on a des marges de manœuvre pour faire de l'opération de renouvellement urbain, et il n'est pas rare aujourd'hui que face à la précarité, à la faillite ou à la reconversion, il y ait des préemptions, il y ait un travail plus fin des urbanistes dorénavant qui permettent de refabriquer de l'habitat intermédiaire proche des services, des communes, de faire en sorte que des projets d'habitat coopératif trouvent un lieu et puis trouvent peut-être aussi un objet, c'est-à-dire construire de l'habitat sec sans projet de vie. Et je crois qu'on en est arrivé un peu aux limites aujourd'hui avec la précarité, la montée en puissance du coût de l'énergie et des transports. Il y a un vrai travail qui s'engage aujourd'hui en zone 3, c'est-à-dire en zone rurale profonde, pour caricaturer un peu les choses. Aujourd'hui, il n'y a plus un bailleur social qui engage des logements sociaux. Aujourd'hui, en Isère, c'est-à-dire en zone 3, même quand la commune propose le terrain gratuitement, les bailleurs n'y vont plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pose un vrai problème du devenir de l'espace public. Ça, c'est la situation des tables rondes tout à fait récente. C'est-à-dire, les bailleurs sociaux sont capables d'intervenir sur des bourgs, c'est-à-dire sur des lieux où il y a du service, de l'activité, hein, de l'échange, et où on n'aura pas de difficulté à déplacer les gens. Sinon, on est quasi dans une phase où on abandonne des pans entiers de territoire, y compris dans des départements riches comme l'Isère. Je ne vous parle pas de l'Ardèche ou de territoires plus éloignés. Et donc, je crois que là, on a un vrai chantier et on aura besoin effectivement d'ingéniosité, d'architectes qui vont être capables de penser au cycle de vie, de penser à la réversibilité, de penser au renouvellement, à la question aussi de l'évolutivité des logements, des besoins. C'est vrai que l'habitat groupé intermédiaire, par exemple, ou l'habitat coopératif, qui permet de mutualiser des espaces, mais aussi de rassembler des cerveaux. Moi, ce qui m'a tué dans ce film, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait notre boulot d'acculturation de la société, comme l'ont fait les Scandinaves, comme l'ont fait les Autrichiens, les Suisses, etc., qui ont une adoration pour leur pays. On a l'impression qu'on urbanise par dépit, sans se projeter véritablement, et alors que sans que ça soit un acte d'affection pour le territoire. On a l'impression qu'on fait du placement immobilier sur les territoires.
Alors qu'aujourd'hui, il y a ce travail plus minutieux, moins facile, il va nous permettre finalement de laisser plus libre cours à la créativité. Enfin, on est convaincus, mais il nous faudra tous nous impliquer dans cette vaste opération. Mais Pierre, je voulais pas monopoliser les choses. Tu voulais intervenir également. Non, c'était une très bonne conclusion. Non, je me souviens simplement que dans le débat, il y avait un petit truc lancé par Jean-Marie Hézard et j'avais cru entendre un petit écho à la question où est-ce que vous habitez, vous, là, qui êtes à la tribune? Ça sera pour une autre fois, peut-être. Ou alors on fait un tour de table très vite. Ouais, une maison individuelle. Non, pardon, une maison en ville, innocent. Et qui n'est pas une maison individuelle, en fait, qui est une maison avec plusieurs logements. Et quand on parle avec un maire dans une commune et qu'on arrive avec nos valeurs d'architecte ou d'urbaniste et pour faire la critique, par exemple, de la maison sur sa butte dans un lotissement, 8 fois sur 10, aujourd'hui, il habite cette maison-là. Et je vous garantis qu'il y a 25 ans, c'était bien plus facile. Les maires n'habitaient jamais ces maisons-là. Ils habitaient dans une maison ancienne. Et donc là, il y a un basculement culturel des décideurs, et on se rend compte, quand on discute avec les étudiants d'école d'archi, ils sont très souvent aussi les enfants des lotissements, dans lesquels ils ont rencontré leurs copines ou leurs copains, etc. Donc ils en ont une toute autre expérience que la représentation que nous offrent aujourd'hui les parcs naturels régionaux dans un film très poétique et très touchant, hein, par ailleurs, mais qui a une vision un peu cynique presque. D'ailleurs, le metteur en scène, le réalisateur s'appelle comme ça, vous l'avez peut-être remarqué. C'est fait avec talent, mais avec un peu de cynisme. Je crois que les choses quand même ont beaucoup évolué et qu'on a là maintenant face à nous, pas devant nous, un chantier fantastique pour les architectes. L'idée de devoir mettre aux normes thermiquement ces maisons, on voit bien que c'est une façon de les reconfigurer. On va pouvoir aujourd'hui on est en train de signer des PLU qui bientôt n'auront plus de COS, quoi, de coefficient d'occupation des sols. On va pouvoir densifier fortement, on va pouvoir peut-être agrandir la maison pour pouvoir héberger, créer des espaces pour payer, compléter une retraite. De plus en plus de gens, finalement, faute de pouvoir mettre de l'argent dans les déplacements, créer un bureau. Au départ, c'est dans une chambre, et puis peut-être que ça peut être en mutualisant des espaces dans un centre-village, etc. Donc, tout ça bouge énormément aujourd'hui. Je crois que c'est très intéressant de l'observer, et je voulais surtout pas qu'on reste sur effectivement un constat déprimé ou cynique, parce que je crois que le tournant déjà est pris d'arrêter l'urbanisation, cet étalement urbain, et je crois que cette communauté d'habitants de la périurbanisation rurale, montagnarde ou autre, elle a déjà une expérience de vécu, elle a déjà une capacité à s'autocritiquer, elle pose déjà les limites. Quand on monte des ateliers post-carbone, on voit déjà que les gens ont plein d'envie pour eux, pour leurs enfants, et ont plein d'idées. Donc moi je crois qu'il y a un pari formidable à faire là sur l'avenir.